Heureux de vous savoir à l'écoute et bienvenue dans un nouvel épisode de Soluble. Vous le savez, ici on pense que les médias font partie de la solution et aujourd'hui on va parler d'infos sur l'environnement et vous allez l'entendre, mon invité informe sur l'impact des humains à l'échelle planétaire et elle nous aide à prendre ce sujet au sérieux et à savoir ce qu'il se passe aux quatre coins du monde. Bonjour Anne-Cécile Bras. Bonjour Simon, bonjour à tous. Tu es journaliste, tu es une rédactrice en chef adjointe à l'environnement à RFI, Radio France Internationale, où tu proposes C'est pas du vent, une émission qui mêle reportages et discussions, qui va sur le terrain, sur tous les continents et qui touche 7 millions d'auditeurs dans l'espace francophone. C'est un poste d'observation formidable sur ce qui se passe sur la planète. Tu vas nous aider à y voir plus clair sur les progrès et sur les reculs que tu constates et que tu décryptes dans tes émissions 3 fois par semaine depuis 2009. On va aller dans les coulisses de ton émission C'est pas du vent et de ton travail de journaliste environnement à l'heure où les actualités internationales sont marquées chaque jour par les conséquences des crises climatiques et celles de la biodiversité. Alors je le dis de suite, tu traites autant des problèmes que des réponses qui émergent sur le terrain et parmi les décideurs. Alors Anne-Cécile, tu le sais, dans ce podcast, on veut toujours en savoir plus sur nos invités. En début d'émission, tu fais du journalisme depuis 25 ans. Parle-nous un peu de ton parcours. Est-ce que tu sais pourquoi tu es devenue une journaliste et pourquoi tu t'es spécialisée dans l'environnement? Je sais pourquoi je suis devenue journaliste, parce que je pense que tous les matins, quand j'arrivais dans la cuisine, à l'heure du petit déjeuner, il y avait France Inter dans la cuisine et ça, voilà, bercé toutes mes matinées avant d'aller à l'école. Et à l'âge de 14 ans, je voulais être journaliste parce que je me disais, c'est quand même génial. C'est un métier où apparemment on peut parler à tout le monde et où on peut satisfaire sa curiosité. Donc voilà, j'ai toujours voulu faire ce métier. Donc ensuite, moi, j'ai eu mon bac, j'ai fait une prépa littéraire, un DEA d'histoire contemporaine et ensuite une école de journalisme. Et l'environnement est venu à toi un peu par hasard ou tu l'as un peu cherché, si je peux dire? Alors pas du tout. En fait, j'ai commencé à bon, j'ai travaillé dans plusieurs médias, mais bon, on va passer cette étape. J'ai eu ma première émission, on va dire, sur RFI en 1998, sur l'emploi. Ensuite, j'ai eu des émissions sur l'alimentation à l'échelle mondiale et puis sur l'actualité des femmes. J'ai aussi travaillé pendant 2 ans à la rédaction au Service France. Et en 2009, il y avait la conférence des Nations Unies sur le climat de Copenhague qui suscitait beaucoup d'espoir à l'époque, puisqu'on espérait y atteindre ce qu'on a atteint 6 ans plus tard, finalement, avec l'accord de Paris en France. Et dans cette perspective, RFI a voulu créer une émission quotidienne. Donc au départ, c'était une émission quotidienne sur l'environnement. Elle a été quotidienne pendant 3 ans, du lundi au vendredi, et je ne connaissais strictement rien à l'environnement, bon, à part le fait que je travaillais quand même à RFI depuis quelques années et que j'avais travaillé donc sur les femmes, sur l'agriculture, donc j'avais quelques bases, mais j'ai appris vraiment en lisant, en faisant, en allant faire des reportages, en rencontrant des scientifiques. Voilà, je suis une journaliste qui a appris sur le terrain. Oui, le terrain, c'est là où ça se passe, évidemment. Alors, je reviens à C'est pas du vent. Cette émission est donc née en janvier 2009, il y a 17 ans. L'écologie était assez peu traitée dans les médias à l'époque. Quelle était l'ambition éditoriale de départ? C'était pour alerter, pour informer, pour donner des solutions, peut-être même les trois à la fois? Alors, ben, justement, comme je le disais, elle a été créée dans la perspective de cette conférence de Copenhague. Donc, il y avait une prise de conscience. En fait, c'est assez amusant, la médiatisation de ces enjeux environnementaux, ça varie. C'est un peu par vague. Donc, en 2009, il y a eu une grosse vague dans la perspective de cette conférence de Copenhague de ouverture éditoriale à l'environnement. On voyait des chroniques surgir, on voyait des émissions, etc. Donc, C'est pas du vent a fait partie de cette volonté de mettre l'environnement au cœur de l'éditorial. Et puis, ensuite, comme la conférence a été un échec retentissant en 2010-2011, c'est retombé pour beaucoup de gens. Et nous, en fait, la grande ténacité, la grande fierté, j'ai envie de dire, pour C'est pas du vent, c'est que nous avons survécu à toutes les tempêtes et que voilà, nous sommes toujours là 17 ans plus tard.
Et voilà, et a priori, pour l'instant, ça devrait durer. Et, on le souhaite. Et ce qui vous distingue avantageusement, c'est aussi une dimension internationale, évidemment, sur RFI. Une dimension très vaste, géographique, mais aussi éditoriale. Vous couvrez l'environnement sur tous les continents. RFI, je le disais, c'est 7 millions d'auditeurs en francophonie. Votre public est aussi large que la map monde. L'environnement, c'est aussi ceux qui nous entourent. De façon sémantique, en quoi cela, cette dimension internationale, en quoi ça change votre manière de construire l'émission, si je compare à ce qu'on peut avoir en tête pour des émissions qui ont un territoire et un auditoire national? Comment vous prenez Alors, en je vais compte juste ça? faire une petite correction. RFI, c'est 60 millions d'auditeurs à travers le monde. 7 millions sont les chiffres approximatifs de C'est pas du vent, sachant que c'est très difficile, quand on est à l'échelle internationale, d'avoir une mesure exacte de l'audience. Donc, c'est un peu à la louche dans les villes principales et dans les secondes villes des pays où nous émettons. Alors, RFI, c'est un réseau très, très vaste et en fait, ça change tout d'émettre à l'international parce que, surtout quand on parle d'environnement, euh, on ne peut pas parler de solutions franco-françaises. Moi, je parle aussi bien à des gens qui habitent en France, qui habitent au Canada, qui habitent aux États-Unis, au Vietnam et beaucoup en Afrique, puisque le gros bassin francophone, c'est évidemment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. RFI a quand même 127 relais FM dans le monde. Et donc, ça change le ton, ça change la manière de regarder les sujets. Ça oblige à faire beaucoup de pédagogie, à proposer des solutions nord-sud aussi, et à aussi se rendre compte que cette planète, finalement, elle n'est pas si vaste. Et les problèmes que nous avons ici en France sont partagés partout dans le monde. La seule différence, je dirais, si on résume vraiment à l'extrême, ce sont les capacités de réagir. Un problème global, mais des solutions aussi locales. On comprend que avec, si on parle du réchauffement climatique et de ses conséquences sur les populations locales, tout le monde ne peut pas réagir de la même manière, voire même c'est pas recommandé. Alors comment vous faites le tri? Il y a plusieurs mises en perspective, on imagine, entre un sujet européen, un sujet africain, comme tu le disais, ou aux Amériques. Déjà, c'est pas du vent, c'est donc 3 fois par semaine. Ce sont 3 formats différents exprès pour essayer de couvrir au maximum et le plus pédagogiquement ces enjeux. Donc le mercredi, c'est une émission qui s'appelle Le Club de C'est pas du vent, où là, ce sont les journalistes de RFI et d'autres médias. On refait le match, en gros, euh, sur l'actualité environnementale. Donc là, on prend vraiment l'actualité de la semaine, internationale, évidemment, et nous la décryptons, nous échangeons entre nous sur cette actualité. Le jeudi, c'est un sujet sur lequel nous passons du temps avec des experts, 2, 3 experts. Alors, ça peut être l'eau, la biodiversité, le climat, mais aussi l'accélération, les difficultés de créer des synergies face au capitalisme de plus en plus offensif qui quand même est à la base de la destruction. Ça peut être aussi des thématiques très simples comme la voiture ou voilà. Et le vendredi, c'est un reportage de 25 minutes parce que nous avons 400 correspondants à l'étranger, RFI, qui sont fournis essentiellement justement par ces correspondants. Et ce reportage est toujours mis en perspective par un expert. Alors, ces trois formats témoignent justement de cette articulation éditoriale pour couvrir tous les besoins, j'allais dire, pour ces 7 millions d'auditeurs de l'émission, 60 millions donc pour RFI, pardon, tout à l'heure pour cette petite coquille. Alors, si on passe en revue rapidement l'actualité du moment de notre conversation, c'est-à-dire tout début janvier 2026, on perçoit qu'elle est très dense et que l'environnement peut s'y déceler facilement un peu partout. Alors, fin 2025, le monde se penchait, tu le disais, sur les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis et Donald Trump, qui avait capturé le président du Venezuela début 2026, l'un des pays les plus riches en pétrole sur la planète. Et les États-Unis toujours, qui ont ordonné de toute une série de retraits d'organisations internationales, y compris du GIEC. Et on parle aussi du Groenland avec en toile de fond la question des minerais, au-delà
au-delà de la sécurité évoquée par le président des États-Unis. Et puis, il se trouve que le jour où nous nous parlons, le jour où on enregistre le traité entre l'Union européenne et le Mercosur a été signé. Alors, l'environnement se décèle partout dans tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce qui fait un bon sujet pour C'est pas du vent? Parce qu'évidemment, là c'est la coulisse journalistique. Tous ces sujets peuvent se traiter de différentes manières, mais vous allez chercher avec ton équipe justement la dimension écologique dans l'actualité, dans ces exemples-là. Alors, je ne vais pas reprendre tous les exemples que tu as pris, parce qu'en effet, l'environnement est partout et en tout cas, cela montre bien, si on les additionne, que les temps sont durs. Pour l'environnement, c'est vrai on parle même de backlash écologique, de retour en arrière. Enfin, il y a un effet Trump qui est très puissant. Donc, pour parler d'environnement dans ce contexte hostile, j'ai envie de dire, je pense que la meilleure solution, c'est de ne pas tergiverser sur les constats scientifiques. Nous donnons beaucoup, dans C'est pas du vent, la parole à la science, parce que la science n'est pas une opinion. Et il y a des scientifiques formidables sur tous les continents qui font un travail vraiment de balises, j'ai envie de dire, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour avoir un état réel du monde. Ensuite, évidemment qu'on aurait tendance, avec une photo un peu globale, à se dire le monde va mal, on va dans le mur. Enfin voilà, et c'est vrai que c'est difficile d'être optimiste en ce moment. On est sur une forme de fin de civilisation. Enfin, je ne vais pas rentrer, parce que là, ça prendrait des heures, mais dans un discours philosophique, etc. Mais justement, on essaye aussi dans cette émission d'aborder avec des philosophes, avec des sociologues, enfin aussi pas que les sciences dures, aussi les sciences humaines, la façon dont les sociétés réagissent à ces soubresauts liés à la dégradation de l'environnement, liés à ces replis identitaires, à ces sursauts, j'ai envie de dire aussi, tellement 20e siècle d'un libéralisme qui fait tout pour perdurer au maximum en se débridant et en enlevant tous les masques finalement qui le rendaient acceptable peut-être jusque-là. Et pour cela, nous faisons des reportages où nous donnons la parole à des gens qui agissent autrement, aux alternatives, parce que je crois beaucoup dans ce contexte difficile que la société est en avance, comme toujours, sur les décideurs politiques, et que c'est ensemble que nous pouvons faire sens, et que mettre en avant des initiatives, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, du vivre ensemble, de la préservation de la biodiversité, c'est inspirer les autres, donner envie de faire. Et en fait, je sais qu'il y a une vie après l'émission, parce que quand on met par exemple en avant une association qui va faire par exemple tous les enjeux de reforestation. Voilà, on peut planter un arbre, c'est formidable, mais ça ne suffit pas. On peut le faire très très mal. On peut planter un arbre, une espèce pas adaptée, pas le protéger pour qu'il dure, etc. Donc, nous, on met en avant, par exemple, des associations qui vont replanter des arbres. Je pense à l'association Nebedaï au Sénégal, qui est une association formidable, qui non seulement plante des arbres, mais met en place des foyers améliorés pour que les gens consomment moins de bois, énergie, accompagne les femmes dans la réalisation de charbon écologique à partir de résidus recueillis dans les forêts et de résidus agricoles. Donc, c'est pas juste planter des arbres, c'est un écosystème total. Et quand en fait on va faire un reportage sur Nebedaï, par exemple, on va mettre le lien sur la page de l'émission. Et je sais, parce qu'on ne sait pas tout, mais parfois, on a des belles histoires où on nous dit, parce qu'on a entendu dans C'est pas du vent cette initiative, on est allé sur la page de votre émission, on a suivi le lien, on a appelé les gens de l'association, nous sommes allés les voir, nous avons vu comment ils travaillaient et nous sommes rentrés dans notre pays, nous sommes mis à faire la même chose. Et on a des exemples comme ça sur la lutte contre le plastique, sur l'agroécologie, sur l'eau, la préservation de l'eau, je le disais, sur la reforestation. Et donc, moi, c'est ça, face à toutes ces nouvelles catastrophiques que tu évoquais, qui me portent et qui portent toute l'équipe de C'est pas du vent, c'est ce qui nous donne du sens, c'est cette dimension internationale qui met en avant à une grande échelle
des initiatives qui, à petite échelle, changent tout, mais qui, mises bout à bout, peuvent vraiment aussi changer la donne. De l'impact. Alors, traiter d'écologie dans un média, c'est bien sûr parler aussi de nature, de la planète, mais tu me le dis à l'instant, l'humain n'est jamais loin. Il y a beaucoup d'histoires humaines dans ton émission, c'est pas du vent. C'est au cœur du projet avec ces reportages, notamment les histoires. Ah bah oui, j'avoue qu'en 17 ans, ce sont des rencontres, beaucoup, beaucoup, beaucoup de rencontres de gens absolument extraordinaires, motivés, inspirants. Et en effet, même si nous passons notre temps, enfin moi je répète en permanence que l'humain n'est qu'un vivant parmi les vivants et il n'est pas central et il dépend de cet écosystème dans lequel nous vivons et nous avons absolument besoin de justement ne pas nous considérer extérieurs. Et c'est pour ça que parfois j'emploie le moins possible le mot nature, par exemple. Je parle d'écosystème. Euh, je ne dis pas nous et les autres. Je dis nous sommes au milieu de cette toile qu'est l'écosystème du vivant. Et ben, il y a des gens qui sont extrêmement inspirants. Je pense par exemple à un monsieur à Madagascar. Nous avons fait un reportage à l'ouest de Madagascar qui se battait tout seul, mais vraiment tout seul, sur des hectares et des hectares pour préserver les baobabs de Madagascar et lutter contre la désertification, parce que là-bas, le climat est quand même très capricieux. Il y a des inondations très fortes, des périodes sèches très longues. Et donc, le sol est raviné quand la pluie tombe, l'eau ne pénètre pas, et donc c'est très difficile de cultiver. Et donc, ce monsieur, il avait une ONG, il arrivait à trouver des petits financements à droite à gauche, et il se battait tout seul. On l'a suivi pendant 3 jours. Il était connu de tous les villages. Dès qu'il arrivait, tout le monde avait le sourire. Quand je dis tout le monde, faut imaginer ce que c'est. C'est-à-dire, ce sont des villages très pauvres où les gens n'ont strictement rien. Ils sont totalement délaissés par un gouvernement central corrompu depuis des années. Donc, c'est vraiment, faut se débrouiller par soi-même. Et il a réussi à créer de la sensibilisation dans les écoles, à fédérer les pêcheurs pour qu'il y ait des moments où on arrête de pêcher pour préserver la reproduction des espèces, à protéger des arbres. Enfin, c'est incroyable. Et ce monsieur m'a vraiment marqué par sa vitalité et son énergie en disant de toute façon, voilà, moi, c'est mon énergie. Je suis née pour faire ça et je ne peux pas faire autre chose. Et quand nous, en France, on est là, on hésite à se dire, ah bon, ouais, l'écologie. Mais en fait, là où nous avons l'essentiel de nos auditeurs à RFI, les gens dépendent étroitement des ressources naturelles. Nous, il y a toujours des intermédiaires entre nous et les ressources naturelles. Bah, ce qui nous permet de faire ce podcast, hein. On a besoin de terres rares, on a besoin de matériaux. Tout cela, voilà, ce sont des ressources naturelles. On en dépend étroitement et nous, on a beaucoup d'intermédiaires dans les pays occidentaux, alors que dans les pays du Sud, ils sont vraiment en proie aux ressources naturelles. Donc, quand elles sont menacées, quand elles viennent à manquer, on perd des vies. Oui, et nous sommes tous les deux en France au moment où on se parle et pas au même endroit, je le précise, on enregistre ce podcast à distance, donc en effet, on est très dépendant de ces technologies, de cet art rare, mais ce que tu dis sur l'humain au centre de son écosystème est très éclairant à l'échelle internationale. Tu dis d'ailleurs que nous n'avons qu'une planète, et j'ai envie de dire, si on parle du réchauffement climatique causé par les activités humaines, on sait que le problème est global, mais on comprend aussi que les enjeux, les réponses, elles ne sont pas les mêmes sur tous les continents. Est-ce que tu as eu vent, si je peux le dire, grâce à tes reportages, de solutions particulièrement inattendues vu de France où nous sommes en matière de lutte contre les effets du réchauffement climatique dans des pays lointains d'où nous sommes? Ou d'adaptation peut-être même, parce que le temps de l'adaptation est là. Oui, le temps de l'adaptation est là. Sur l'adaptation, c'est un sujet douloureux parce que, en fait, les pays qui sont les plus vulnérables au changement climatique n'ont pas les moyens de s'adapter. Donc, j'ai fait des reportages douloureux sur l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest, par exemple, où nous sommes allés aussi en Haïti, où
on voit très clairement quand on arrive en avion la différence entre la République dominicaine, qui est beaucoup plus riche et qui est très verte, et Haïti, où il n'y a plus du tout de forêt et tous les arbres ont été consommés pour du bois énergie, avec du coup l'érosion et les montagnes qui s'écoulent dans les rivières. Donc là, on n'est plus sur de la dégradation environnementale, on n'est pas sur le changement climatique, mais évidemment que les conséquences, quand il n'y a plus d'arbres, ben voilà, ça a des conséquences énormes aussi on a beaucoup plus chaud, on n'a plus de pluie. Enfin bon, c'est un phénomène en cascade, sans jeu de mots. Sur les solutions en fait pour lutter contre le changement climatique, elles sont un peu partout les mêmes. Et il y en a pas une où je me suis dit ouais, c'est hyper innovant, etc. C'est la règle numéro un, c'est essayer de se passer des énergies fossiles. Il y a très peu de pays qui y arrivent. Le reportage que j'ai fait, où je me suis dit là, quand même, c'est inspirant, c'est le Costa Rica, hein, qui est un pays qui est très en pointe quand même sur la reforestation notamment. Alors, ce n'est pas parfait, c'est pas non plus un pays qui est fantastique sur tous les plans, mais sur la reforestation, c'est assez magistral. Après, il y a des reportages qui m'ont marqué. Par exemple, nous sommes allés en Norvège faire un reportage sur la décarbonation de l'acier. Alors, ça peut sembler un peu austère, mais l'acier, c'est une grosse source d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup chauffer le minerai pour parvenir à de l'acier. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Et là, on s'est retrouvé vraiment au-delà du cercle polaire, dans des mines incroyables pour extraire la matière première, et puis après dans les usines de transformation de l'acier. Et en fait, en Norvège, il y a beaucoup d'hydroélectricité, donc ils sont en train de mettre en place des systèmes pour fabriquer de l'acier à partir d'hydrogène vert, vraiment vert, parce qu'il y a de l'hydrogène qui n'est pas vert, mais qui est fabriqué à partir d'hydroélectricité, donc c'était très vertueux. Et là, on est vraiment sur des basculements très intéressants parce qu'on parle de beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre et sur un marché mondial. Après, bon, l'acier norvégien est minoritaire par rapport à l'acier chinois qui n'a pas les mêmes vertus, mais c'était intéressant de montrer qu'il y avait des chemins possibles. Montrer et faire entendre ces chemins, ces solutions. Alors, on va aller dans le détail de certains points. Alors, de ton environnement à toi, en tant que journaliste, informé sur l'environnement, c'est aussi évolué dans un univers où les médias fiables n'ont plus le monopole de la production et de la diffusion des contenus. Alors, pour le meilleur, parfois, pour le pire, souvent. Je veux parler de la montée des phénomènes de mésinformation ou pire, de désinformation. La défiance envers les médias s'installe. Alors, on le mesure dans nos démocraties, ici en France par exemple, régulièrement dans des baromètres. Parlons de cette crise de confiance. Comment toi tu fais face justement, tu informes sur des sujets qui suscitent quand même la défiance d'une partie de l'opinion. On parle aussi du climato-scepticisme chez peut-être, alors là je parle que des Français, sur peut-être un tiers de Français qui ont des doutes sur l'origine humaine du réchauffement climatique. Est-ce que tu perçois cette défiance, toi, qui depuis tout ce temps justement t'attelle à montrer les faits évidemment et les effets du réchauffement climatique? Eh bien oui, je ne suis pas hors sol. J'ai beau être dans ma bulle d'information environnementale, j'ai bien conscience qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre. Ça peut sembler surprenant quand même avec les conséquences du changement climatique qui sont de plus en plus présentes. On a même en France, on a de plus en plus chaud. On voit bien qu'il y a des régions qui ont des sécheresses. On voit bien la colère des agriculteurs. On voit bien la dermatose nodulaire là qui est en train de décimer nos troupeaux en France, nos élevages. C'est un phénomène du changement climatique, hein. Avant, c'était une maladie qui existait en Afrique, qui est véhiculée par un moucheron. Et quand elle est arrivée en France en 2006, on s'est dit sanitairement, c'est pas très grave, les moucherons ne survivront pas à l'hiver. Eh ben, pas de bol. Il s'avère qu'avec le réchauffement climatique, les moucherons ont survécu et donc la maladie s'est propagée et on connaît le résultat aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a quand même un déni de la part d'une partie de la population qui, à mon avis, n'est pas informée, mais refuse la réalité parce que c'est pratique, parce que ça fait peur. Euh, et je comprends que ça fasse peur. Moi qui ai chaussé ces lunettes-là depuis 2009, il y a des gros moments d'angoisse.
parce que le monde que nous sommes en train de vivre et celui vers lequel nous allons est complexe et va se complexifier. Nous voyons aujourd'hui, à travers tous les événements que tu énumérais tout à l'heure, peut-être un début d'effondrement. Il y a des modèles qui montrent leurs limites. Maintenant, pour ce qui est d'informer, moi, je garde ma ligne éditoriale, c'est-à-dire les faits sont les faits. La science, je le disais tout à l'heure, n'est pas une opinion. Les faits nous donnent raison, puisque même les médias sceptiques, climato-dénialistes, moi je dis plutôt, parce que c'est même plus pervers que ça, c'est le réchauffement climatique existe, mais c'est pas si grave. Hmm. On a des solutions. On a des solutions technologiques. Bon, bah non, moi je fais des émissions sur la géo-ingénierie et qui démontrent l'absurdité et le fait qu'aucune de ces solutions technologiques ne sont matures aujourd'hui. Donc, en attendant, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Donc, en fait, il faut débunker ces fausses informations. Et puis, Et, voilà, et après, aller sur le terrain, rapporter la ah réalité ben oui, telle qu'elle est. c'est-à-dire nous Hmm. sommes sur le terrain régulièrement. Alors, évidemment, l'une des critiques que nous avons souvent, c'est votre bilan carbone d'avion. Oui, c'est vrai. Hmm. Quand on travaille sur un média international, on prend l'avion. Justement, j'allais, alors pas pour la critique, mais pour la question, évidemment, c'est une question qui se pose. RFI fait partie des signataires de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, une charte en 13 points que je vous mets dans la description de l'épisode. Et en effet, il est question de... Alors, c'est une charte que vous avez signée volontairement, hein, c'est des objectifs auxquels vous vous êtes astreint vous-même, RFI, et les autres médias partenaires, mais il est aussi question de journalisme bas carbone. Alors justement, je me posais la question de qu'est-ce que cela pouvait être, alors qu'il est quand même important et on comprend que des journalistes puissent se transporter sur les lieux d'actualité. Alors comment vous jonglez justement avec votre propre impact à vous chez RFI? Alors, le plus gros impact de RFI, c'est les transports, évidemment. Donc, on essaye de réduire. Après, c'est difficile parce que qui dit réduire, soit c'est moins de reportages, euh, et il y a des reportages, enfin moi personnellement, si je suivais toutes les sollicitations que je reçois, je ferais le tour du monde en permanence, hein. Donc je refuse beaucoup de sollicitations, je priorise, voilà, et nous faisons ça, nous priorisons. Et puis ensuite, en, en interne, j'ai envie de dire, RFI on a Sophie Mouline qui est une directrice RSE très très active au niveau, pas que de RFI d'ailleurs, de France Média Monde, hein, puisque RFI c'est aussi France 24 et MC, la télévision, et MCD Moyen-Orient qui est une radio à destination du monde arabe. Et nous avons vraiment introduit les produits bio et le végétarisme à la cantine. Nous travaillons sur l'isolation du bâtiment, sur l'amélioration, c'est des choses toutes bêtes, mais je veux dire, pour l'eau, voilà, aujourd'hui, on a tous des gourdes. Enfin, on essaye à chaque échelle, même pour le papier. Enfin, voilà, il y a toute une dimension à RFI où on essaye de cranter au fur et à mesure des résolutions qui, bon, on est quand même nombreux, hein. On est plus de 1500 salariés, donc c'est compliqué, mais ça progresse. On comprend aussi la nécessité de se déplacer encore pour les journalistes. Et heureusement, justement, dans ce contexte de défiance, parce qu'il faut aller sur le terrain, se rendre compte pour le public des faits. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait de science, je lisais que le GIEC évoquait le rôle que les médias ont à jouer par leur restitution des faits dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on comprend que c'est un arbitrage à faire parfois et Oui, il en a même été question lors de la dernière convention des Nations Unies sur le climat à Belém, là, la COP30. Pour la première fois, la désinformation climatique était à l'agenda. Hmm. Et merci de décrypter tous ces sujets. Et puisqu'on parle d'environnement et des RFI, je dézoome un peu depuis ton émission vers l'ensemble des équipes. Comment est organisée RFI, sa rédaction sur le sujet précis de l'environnement? Parle-nous un peu des équipes.
Alors justement, je suis très fière de dire que RFI est régulièrement cité par Quota Climat en tête du pourcentage de temps consacré à l'environnement sur son antenne, hein. Nous sommes à peu près à 10%. Et cela, c'est notamment depuis mars 2024, depuis que nous avons un véritable service environnement à RFI avec 10 journalistes à plein temps qui travaillent sur ce sujet en 5 langues, plus des référents environnement, donc dans chacune des 16 langues étrangères de RFI, puisque nous émettons en 16 langues. Donc à RFI, nous avons la chance, contrairement à d'autres médias, d'avoir une vraie dynamique environnementale. Et on la doit en partie à Jean-Marc Four, hein, qui est le directeur de RFI, qui a vraiment créé une grosse impulsion sur cette thématique en arrivant en janvier 2023 à RFI. Alors, le temps a filé à toute allure, j'avais encore quelques questions, mais je sais qu'on trouvera la réponse aux questions que je ne t'ai pas posées en écoutant régulièrement C'est pas du vent sur RFI. Alors, on va rappeler les créneaux, c'est 3 jours par semaine, en fin de semaine, mercredi, jeudi et vendredi. Est-ce que tu peux nous rappeler les horaires? Alors, RFI, Radio France Internationale, parle en temps universel? Oui, alors donc en France, c'est 15h10 en heure d'hiver et 16h10 en heure d'été, parce qu'en effet, nous restons vraiment axés sur le temps universel et c'est 15h en temps universel. Mais c'est disponible en podcast aussi sur l'application RFI Pure Radio et RFI. Le rendez-vous est pris donc sur RFI, l'application rfi.fr et en direct à la radio pour tous ceux qui se connectent et qui ont le plaisir d'écouter encore la FM qui a de beaux jours devant elle et à travers le monde. Anne-Cécile Bras était dans Soluble pour l'émission C'est pas du vent. Merci beaucoup d'avoir parlé avec moi et raconté les coulisses de ton métier et de cette actualité que nous traversons tous ensemble. Merci Simon. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site internet csoluble.media. À bientôt.